l'adolescence est non seulement un passage entre l'enfance et l'âge adulte, passage pris au sens d'une temporalité, d'un entre-deux entre le monde de l'enfance et celui de la maturité, mais il peut être aussi compris comme un carrefour entre institutions scolaires, médico-sociales et soignantes, et c'est bien là ce qui légitime le colloque d'aujourd'hui. Dans cet atelier, on va s'attacher à définir les deux axes, et on va commencer tout d'abord par évoquer les contours et la durée de cette phase de transition. Quand commence l'adolescence et surtout quand finit-elle? Beaucoup de sociétés se servent de rites de passage pour faire accéder l'enfant à son nouveau rôle social. Ces rites sont des actes à dimension symbolique qui marquent clairement le passage à un autre statut, que ce soit dans la vie sociale, relationnelle ou religieuse. Selon le cas, l'initié aura à subir des épreuves. L'anthropologue américaine Margaret Mead pensait que c'était l'absence de rites de passage dans nos sociétés modernes qui pouvait expliquer les difficultés des adolescents. Même si ses travaux ont beaucoup été critiqués, elle a néanmoins soulevé des questions essentielles et apporté une certaine lecture du phénomène. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'elle a été aussi la femme du grand anthropologue et psychologue Gregory Bateson, le précurseur des thérapies systémiques, le découvreur de la notion de double bind, de double lien, concept important dans certaines pathologies d'adolescents, la schizophrénie pour ne pas la citer. Alors, existe-t-il dans nos sociétés des rites de passage? C'est la question que je poserai à Véronique Dagens, médecin psychiatre, pédopsychiatre à l'hôpital de Montesson. Je pense que je vais pas réussir vraiment à répondre à la question. Donc, juste pour me situer un peu plus, donc je suis donc effectivement pédopsychiatre, responsable, donc je suis sur un mi-temps où je suis responsable du pôle 78-03 qui est dans les Yvelines, et où je n'ai a priori pas d'activité clinique. Et à côté de ça, je suis responsable d'une unité d'accueil d'hospitalisation mère-bébé qui se situe à Montesson et qui dépend d'un secteur des Hauts-de-Seine. Voilà, je vous explique. Donc les passages, je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à la question de mon collègue, mais voilà, je vais faire une intervention assez courte et j'avais dit comme ça, je pourrais laisser la parole à des collègues qui ont des interventions plus longues. Donc les passages, donc ce thème m'a beaucoup plu. Quand je suis allée rechercher les définitions de passage, j'ai trouvé le fait de passer, la traversée, mais aussi l'endroit où on passe, le chemin, et aussi la traversée d'un voyage sur un navire, et enfin le court extrait d'une œuvre. Il y a d'autres synonymes: conduit, étape, franchissement, débouché, issue. Concernant les ados, je me suis dit que c'était à la fois un court moment d'une vie qui doit être a priori un long chemin, que c'était la traversée d'une période particulière qui transporte de la rive de l'enfance à celle du monde adulte, et que c'était donc un sacré voyage. Mais ce passage est précédé et suivi aussi de toute une histoire. Et j'ai pensé aux grandes étapes de la vie et aux rites de passage qui peuvent marquer certaines dans des civilisations éloignées ou dans la nôtre. Il existe des rituels qui accompagnent la naissance et font entrer le bébé dans le monde de la vie humaine. Il existe des cérémonies qui accompagnent le sevrage, passage de l'allaitement maternel à l'alimentation solide, donné par des tiers, avec alors inscription de l'enfant dans la communauté. Ces fêtes accompagnent le passage d'un statut de l'enfant à un autre, celui du bébé fusionnel avec sa mère à l'enfant de la communauté, et nous savons que cette étape de maturation, de séparation, n'est pas évidente, et c'est pourquoi elle doit être accompagnée avec un étayage bienveillant et ferme qui fait tiers. Le petit peut survivre en dehors de sa mère et peut continuer à s'autonomiser. Bientôt, il fait ses premiers pas et peut partir explorer le monde. Mais attention, il faut que son port d'attache ne soit pas loin. L'enfant qui a une bonne sécurité interne s'assure dans le regard de ceux qui l'élèvent si son exploration est dénuée de danger. Quand il est encouragé,
il y va, mais revient vite s'il rencontre de déboires ou s'il veut se ressourcer pour aller encore plus loin. Dès 1 an, 18 mois, il s'essaie à l'autonomie, il s'exerce à quitter sa famille pour voler de ses propres ailes. Mais ce n'est pas toujours si simple. Il faut que le monde soit compréhensible et prévisible. Il lui faut avoir les moyens de décoder les éléments de la relation, aussi bien au niveau de la communication non verbale que verbale. Il faut que le port d'attache soit disponible. Ni préoccupé par toutes sortes de soucis, ni malade, et que cette figure de référence ait pu avoir aussi une bonne expérience de l'autonomisation et ait elle-même dans sa tête un port d'attache solide auquel faire appel quand elle se sent perdue. Il y a certes d'autres étapes dans le développement, l'acquisition du langage, de la propreté, de la marche et d'autres événements de vie, l'entrée à la maternelle, à l'école primaire. Il y a plein de petits passages, comme on avait pu voir dans le groupe de travail, comme celui d'une classe à l'autre. Il y a les voyages sans les parents, qui remettent en action cette base de sécurité dont parlent les spécialistes de l'attachement. Et puis, il y a l'adolescence. L'adolescence est entre deux passages. Le passage de l'enfant qui devient ado et de l'ado qui devient adulte. Le début de l'adolescence est plus repérable que la fin. Cette période est celle de transformation du corps et de son fonctionnement, d'un changement de statut social qui s'accompagne de remaniement de l'ensemble du fonctionnement mental et de l'organisation de la personnalité. Et je reviens aux rites de passage qui souvent avec des références au sacré, constituent la prise en charge collective d'un changement de statut. Ces rites sont des procédures symboliques de régression, de métamorphose, de mort et de renaissance, et surtout de séparation d'avec la mère, qui aboutissent à une sorte de naissance sociale dans le groupe, avec des règles et des croyances, des mythes garants de soi et de l'identité, marqués parfois par un nouveau nom et des marques sur le corps. Dans notre société, certains passages par des rites religieux, le service militaire, les examens et concours ont une valeur symbolique de rite initiatique. Mais il y en a trop. Et cela oblige l'adolescent à se forger sa propre voie de passage et il donne d'autant plus d'importance aux influences familiales. Or, la famille est elle-même parfois tout à fait démunie et abandonnée, surtout quand les situations sont hors normes et que le passage d'une institution à l'autre n'est pas aussi facile que du collège au lycée puis du lycée à l'université. Face à un jeune différent, la famille n'a pas de repère sur ce qu'il peut vivre en se rappelant sa propre adolescence. Elle est confrontée au même doute que l'adolescent lambda concernant son identité et son projet de réalisation de vie. Elle le vit en même temps ou à la place du jeune et a un besoin indispensable d'être accompagnée. Dans nos échanges, Madame Touroute, que vous allez entendre dans cet atelier, disait combien ce passage est plus difficile pour une famille dont le jeune va mal à partir de cette période, sans construction d'un suivi préalable, alors que l'accompagnement se fait de façon plus fluide et étayante quand l'enfant était déjà pris en charge. L'adolescence est une étape maturative majeure dans le développement, avec un bouleversement identitaire qui n'est pas le dernier pour celui qui accédera au statut de parent. C'est un passage qui nécessite une vigilance et une attention bienveillante, sans obligatoirement psychiatriser ou psychologiser toutes les manifestations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dagen, pour cet exposé. Mais dans ces passages, on peut aussi se rendre compte qu'un des principaux intervenants de première ligne sont les médecins généralistes. Donc, je vais laisser Madame Marie-Hélène Certain nous l'exposer.
à l'adolescence, hein, ça va être l'autonomisation vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de ses parents, le repérage précoce des problèmes à prendre en charge et aussi le fait que cet adolescent peut aussi devenir, à partir de 16 ans notamment, avoir son propre médecin traitant, et on a une garde vitale. Donc ça veut dire qu'à cet âge-là, le jeune peut choisir son médecin qui peut être différent de ses parents, ça peut être un point important. Je rappellerai que la plupart des médecins généralistes traitants sont aussi dans le secteur 1, c'est une étude étudiant, et donc c'est un élément qui favorise l'accessibilité, la proximité, c'est-à-dire un médecin généraliste traitant et un médecin qui est proche, on en a parlé. Et c'est important que les jeunes puissent avoir cette notion. Un enjeu important en termes de santé et de santé publique, c'est que les grands problèmes de santé publique prennent racine à l'adolescence, que ce soit des accidents qui sont les premières causes de mortalité chez les jeunes, des consommations de produits, des tentatives de suicide et la dépression, des comportements violents et des problèmes de nutrition, soit de surpoids, obésité, alors, c'est des chiffres-là qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est que dans la tranche 15-25 ans, les adolescents, 75% d'entre eux, les adolescents, ils vont bien. Alors, ils sont ados, ils ont des problèmes, ils se posent des questions, mais quand même, ils vont bien, heureusement. Et donc, il va falloir que les professionnels de l'éducation, de l'animation, de santé, ils aident à passer ce cap, mais ils vont bien. Et c'est vrai que depuis ce matin, on parle souvent de peut-être 15-20% des gros problèmes qui vont mal et qu'il va falloir prendre en charge. Et c'est vrai que c'est quand même important justement de faire que on garde aussi les ressources pour ceux qui vont mal ont besoin d'aller aux ressources. Et donc, les adolescents consultent en premier lieu un médecin généraliste, ça, il faut savoir. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. 85% des ados ont vu un médecin dans la vie. 5 à 10% tout faire un état dépressif, 3 à 8% fait au moins une tentative de suicide. Donc, le but, en fait, quand on voit un ado, c'est justement de pouvoir repérer ceux qui ont un risque qui vont pas. C'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, au-delà du motif de consultation, quand vous vient de voir cet ado, alors il va venir pour un certificat de sport, pour un vaccin, parce que c'est des choses extrêmement banales. Et il va falloir qu'à ce moment-là, puisqu'il va venir pour une raison, il ne va pas venir en disant oh là là, je vais me suicider, voilà, je dors mal, etc. Donc il va falloir que dans ce temps de consultation qui va être pas très long, pour se répéter, heureusement, il va falloir aborder les différents sujets.
mal-être et de volontarisme, donc avec des tests simples et validés, des tests TSS-CAPA, donc je vais vous détailler après. Quatrième élément, c'est la prévention, donc c'est vraiment très très important de faire cette prévention dans tout. C'est pour ça que le fait d'avoir en tête une consultation un peu standardisée avec des choses à faire, ça permet d'aller aussi assez relativement vite. C'est-à-dire on fait en parlant, on regarde le carnet de santé, etc. Mais que les vaccins, la question de la contraception, l'alimentation, les activités physiques sportives, les accidents, la consommation de tabac et d'alcool, le sommeil, la famille, l'école, le matériel, etc. Ça, c'est très important de pouvoir aborder ça. Et puis enfin, les suites à donner, c'est-à-dire soit tout va bien, voilà, il n'y a pas de problème particulier, et si on sent qu'il y a quelque chose, c'est important quand même de pouvoir voir, de définir, de dire peut-être qu'on pourrait se revoir, tu peux venir me voir. C'est facile avec un médecin généraliste, c'est-à-dire qu'on a quelquefois un temps court, enfin notre temps n'est pas très long en consultation, mais notre avantage c'est que c'est facile à venir nous voir et on peut répéter les consultations. Et ça c'est important. Donc c'est important aussi de pouvoir dire ça. Par contre, quand on repère quelque chose, quand il y a quelque chose qu'on ne va pas résoudre, etc., il va falloir orienter vers autre chose, un autre professionnel ou une structure spécialisée, et ça, c'est vraiment ça qu'il faut parler. Alors, le test dépister le mal-être, le test DSTS-CAPA, c'est l'objectif de dépister ce mal-être. Donc, c'est un test qui a été fait en soins primaires, justement parce que nous, on ne peut pas avoir hyper compliqué, etc. Donc, si on veut formaliser un outil, c'est des outils extrêmement simples qui soient intégrés à la consultation. Et donc, avec ce test TSDS-CAPA, c'est un test qui a été validé en soins primaires, qui a fait la corrélation entre le test et le devenir de ces adolescents, de ces jeunes après le. Au départ, ça a été fait en Charente. Donc, ce test, c'est en fait, on intervient sur 4 thèmes qui sont en lien avec les choses à repérer. Donc, la chromatologie, le sommeil, le tabac, le stress. Donc, une question qui est dépouillage. As-tu déjà, par exemple, eu des blessures à l'enfant? Et si as-tu été victime d'une agression? Le sommeil, pareil. As-tu des difficultés à t'endormir le soir? Fais-tu souvent des cauchemars? C'est une question. Deuxième question de la proposition. As-tu déjà fumé? Fumes-tu tous les jours? Es-tu stressé? Te sens-tu stressé par le travail scolaire, par la vie familiale, le niveau? Es-tu absent à l'école? Et le point de vue sur la vie familiale. Vous voyez, c'est des choses extrêmement simples. Donc, en fonction de ça, on peut mettre des points et on peut apprécier le niveau de gravité ou de risque suicidaire. Il y a une corrélation qui a été faite en fait entre ce test, les résultats de ces tests et les mal-être, les conséquences de mal-être après. Donc, adopter une stratégie active, donc les plus de la médecine générale, c'est le suivi rapproché, facile, accessible, etc. C'est, on espère, le plus possible un dialogue bienveillant. C'est de pouvoir conforter le lien avec les parents ou les adultes bienveillants. Et puis, c'est justement le réseau médico-psycho-socio-éducatif sur le territoire de proximité. C'est vraiment très très important justement de pouvoir connaître, d'avoir la connaissance du territoire et des autres acteurs avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc en fait, c'est vrai que quand on voit l'ensemble des structures, des professionnels qui sont sur. On est une personne, des parents, on ne sait pas si c'est un peu compliqué.
on voit bien que le jeune, il a, bon, la plupart, c'est ses lieux de vie. Hein, c'est ses parents, c'est sa famille, c'est ses copains, c'est en termes de professionnels, ça va être les animateurs en école, ça va être les profs, ça va être les associations, les clubs sportifs culturels, ça va être l'infirmière scolaire. C'est vraiment des professionnels qui sont de proximité dans le quotidien du jeune. Il a son médecin traitant, donc comme on disait, il peut être accessible facilement. Hein, voilà. Et puis, ça peut être intéressant de savoir qu'on peut aller voir son médecin et qu'il va pouvoir donner l'accès justement à d'autres structures quand on a besoin. Hein. Si on n'a pas besoin, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, c'est pas la peine d'aller au CNPP. Par contre, le médecin va pouvoir orienter peut-être vers la structure ad hoc quand on a besoin. Et puis il y a les autres sources. Donc cette pyramide, c'est important, c'est-à-dire en amont du système de santé, comme professionnel de santé, mais c'est vrai que la santé, c'est pas qu'une affaire de soignants. C'est qu'en amont des soignants du système de santé, de soins, il y a la santé au sens large. Après, il y a le premier niveau de soins, d'accès aux soins, professionnels de proximité, de soins primaires dont fait partie le médecin généraliste, les pharmaciens, orthophonistes, etc. Et puis, c'est ce que je dirais, l'équipe de proximité pour celle du territoire en question. Et après, s'il y a besoin, c'est l'autre. Vous voyez que la pyramide, en bas, il y a même en amont du système de santé, heureusement, et puis au fur et à mesure, il y a de moins en moins de patients, de personnes. C'est la différence entre usagers, patients. Merci Marie-Hélène. Bon, on a bien entendu une bonne partie, une grande partie des adolescents haïtiens. Maintenant, certains ont quand même des troubles, je pense spécifiquement aux troubles de psychiatrie. Alors, il y a le recours aux professionnels de santé, bien sûr, mais il y a un autre recours qui sont le monde des associations. Donc, j'ai laissé la parole à Toulouse et l'UNAFAM qui va se présenter. Bonjour. Donc, je suis effectivement Roselyne Touroud, vice-présidente de l'UNAFAM. Alors, l'UNAFAM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union nationale des familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Donc, j'interviens aujourd'hui dans cette journée de l'adolescence et plus particulièrement dans l'atelier Passage. Et je pense qu'il n'est pas inutile de se pencher un peu sur l'étymologie des mots. C'est toujours intéressant. Le mot adolescence, par exemple, on a parlé tout à l'heure du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Eh bien, adolescent et adulte ont la même étymologie latine. Tous les deux viennent du même verbe, hein, adolescere, adolesco, je grandis. Adolescens, qui a donné adolescence, c'est le participe présent actif, et ça signifie celui qui grandit. Et adultus, en latin, qui a donné adulte, c'est le participe passif, c'est-à-dire celui qui a fini de grandir, qui a atteint le terme. Alors c'est déjà intéressant à mon avis parce que ça évoque une dynamique, hein, on l'a dit déjà tout à l'heure, un mouvement graduel, on a dit aussi, issu de laquelle le jeune devient un adulte autonome. Il saura se débrouiller seul, gérer sa vie quotidienne, ses dossiers administratifs, s'insérer socialement, professionnellement, bref, avoir une vie sociale, familiale, amicale, propre, distincte de celle des parents. C'est ce qui est normalement attendu. Alors maintenant, déjà aussi pour se repérer dans la tranche d'âge concernée par cette adolescence, c'est déjà compliqué en France. Pourquoi ? Alors pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'adolescence c'est la période entre 11 et 24 ans. Voilà, et c'est comme ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que la maison des adolescents du Nord, c'est 12-25 ans. Certains spécialistes, eux, retiendront plus volontiers 12-19 ans. Mais les textes réglementaires français fixent diverses majorités. C'est ainsi que 18 ans, c'est l'âge légal de la majorité civile, matrimoniale et pénale. 15 ans, c'est l'âge légal de la majorité sexuelle. La scolarisation est obligatoire jusqu'aux 16 ans révolus.
16 ans, on l'a vu, le jeune reçoit sa carte vitale, il choisit et déclare son médecin traitant à l'assurance maladie, il peut même faire le choix de bénéficier du statut d'ayant droit autonome à l'assurance maladie. La majorité des services de psychiatrie infanto-juvénile, eux, reçoivent les jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans, après quoi ils doivent s'adresser au service de psychiatrie générale adulte. Donc, la majorité psychiatrique est à 16 ans. Les services de pédiatrie des hôpitaux généraux accueillent les jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans et 3 mois. Des services de psychiatrie générale adulte aujourd'hui refusent, pour des raisons de sécurité, des adolescents entre 16 et 18 ans car ils ne sont pas légalement majeurs. Quant à la MDPH, puisqu'il faut quand même en rajouter une petite couche, le secteur enfance va de la naissance à 20 ans et le secteur adulte commence à partir de 20 ans. Cependant, un jeune peut avoir une orientation ESAT, c'est-à-dire milieu protégé réservé aux adultes, à partir de 16 ans. Et de ce fait, il bénéficiera de l'allocation adulte handicapé. Et même s'il n'est pas orienté en ESAT, s'il n'ouvre plus droit aux allocations familiales, il peut bénéficier également de l'AH. Donc vous voyez déjà, c'est un broglio. Alors maintenant, je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce mot des passages, parce que moi aussi, comme le docteur Dagens, je suis allée consulter mon dictionnaire culturel en langue française de Robert, qui est une source inépuisable de délices, et qui nous indique que pour les passages, énormément de définitions, mais qui ont tout un sens, justement. D'abord, effectivement, ça vient du verbe passer, c'est se déplacer d'un mouvement continu. C'est le fait de passer d'un lieu à un autre, ou bien d'un degré à un autre, comme un examen de passage. C'est aussi l'action de faire passer d'un état à un autre. C'est un moment où un être, une chose, passe d'un état à un autre, et donc là, ça signifie changement, modification, transformation, passage d'un rôle social à un autre, d'une situation à une autre. On est bien toujours dans cette idée du passage de l'adolescent à l'âge adulte. Bon, je vous passe évidemment sur les passages à vide, parce que ça c'est autre chose, mais il y a aussi une expression très intéressante dont on reparlera tout à l'heure, c'est le passage de relais. Et aussi, le passage, c'est aussi l'endroit où l'on passe. On a parlé tout à l'heure de passer d'un lieu à un autre. Alors donc, je ne vais pas trop m'apesantir sur certains points, puisque nous sommes dans cette salle, nous avons tous eu ce privilège de passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Donc nous avons une expérience intime de la chose. Nous sommes de plus très nombreux, je pense, dans cette salle à être parents ou grands-parents et de ce fait à accompagner les jeunes à prendre leur autonomie vers une vie sociale, familiale, professionnelle autonome, à ce passage du domicile familial à la prise d'autonomie, toujours bien entendu quand on est famille, dans un grand, et même quand on est jeune aussi, je pense peut-être, dans un grand souci de normalité, entre guillemets, avec toujours ce balancement entre protection et laisser faire, laisser prendre son autonomie. Donc ça, tout le monde connaît cette affaire-là. La représentation de ces passages est importante aussi, parce que je pense que nous, en tant que parents, je dirais, puisque là je parle au nom des familles, en général, et on est tous dans certainement un grand nombre à être famille, on a grand souci que notre jeune, notre adolescent s'inscrive dans un parcours qui corresponde à une certaine norme, à une certaine norme de notre société, bien entendu, et à une certaine norme de notre milieu socio-culturel. Ainsi, les passages d'une classe à l'autre à l'école. Vous savez, comme c'est douloureux pour un parent quand l'enfant ne suit pas, oh là là, ici, dans sa classe, c'est la catastrophe, bref. Passage de la crise d'adolescence, passage de l'affirmation de soi, passage aussi pour les parents qui vont devoir laisser le jeune s'autonomiser, qui vont accompagner cette transition, et le passage enfin du domicile familial au domicile personnel, d'une vie d'élève à une vie d'étudiant professionnel. Donc ça, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce qu'on m'a invité ici en tant que responsable de l'UNAFAM. Donc je vais évoquer d'autres situations qui entrent bien d'ailleurs dans le cadre de cette journée particulière, puisque ici même ce matin, on a eu un atelier sur le handicap, puisque dans la salle et sur l'estrade, il y a de nombreux psychiatres et pédopsychiatres, donc on est bien aussi dans cette problématique. Je vais donc porter témoignage du ressenti des familles, lorsque justement tout ne se passe pas comme attendu. C'est-à-dire lorsque la souffrance psychique ou
pire encore, la maladie, le trouble psychique viennent s'en mêler. Parce qu'alors là, tout est bousculé. Je dirais que c'est un bouleversement total parce que ça n'est pas dans l'ordre des choses. Quelque chose se brise. Monsieur le maire de Poissy ce matin a parlé d'un raz-de-marée pour parler de l'adolescence, c'était peut-être un peu excessif. Nous, chez nous, quand une famille est tout touchée par les troubles psychiques d'un proche, qui généralement vont s'inscrire dans la durée, on parle de tsunami, on parle de tremblement de terre, on parle d'éléments catastrophiques, d'un cataclysme. Voilà, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Donc je voudrais dire que dans ces cas-là, effectivement, quand un jeune va développer, disons, des troubles, qu'ils soient d'ordre psychotique ou du comportement alimentaire grave, par exemple, des choses comme ça va être alors une épreuve, une traversée de solitude, d'isolement. La culpabilité est toujours là, la peur de l'avenir, bien entendu, l'anxiété, qu'est-ce qui va devenir, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va faire plus tard. C'est aussi le regard de l'autre, ça c'est terrible. Parce que quand vous avez un enfant qui développe une pathologie somatique sévère, vous avez le regard compatissant de toute la société environnante. Si vous avez un enfant, par exemple, qui malheureusement a développé un cancer, bien tout le monde va compatir, évidemment, c'est normal, c'est naturel. Quand vous avez un enfant qui déclenche des troubles de comportement, des troubles psychiques de quelque nature qu'ils soient, qui vont l'entraver dans sa vie, eh bien vous n'avez pas ce regard de compassion. Mais au contraire, même dans sa propre famille, je dirais, ça passe par des jugements. Hein. Vous êtes le mauvais parent. Hein. Voilà, vous n'avez pas fait les choses correctement. Et je dirais donc que c'est très douloureux, et c'est très douloureux aussi pour une partie de la famille qu'on évoque rarement, qui est la fratrie. Parce que là, aujourd'hui, on parle de famille, on a peut-être en image le schéma traditionnel de la famille papa-maman. Bon, il faut quand même savoir, enfin, vous savez mieux que moi, qu'il y a des familles recomposées, qu'il y a des parents isolés, mais surtout qu'au sein de la famille, il y a bien souvent des frères et sœurs. Et que là encore, ces frères et sœurs vont vivre ces situations-là, vont avoir des retentissements très importants, et que malheureusement, ils vivent silencieusement, et que malheureusement encore, il faut bien dire une chose, personne ne se penche sur leurs difficultés. Vous savez qu'en France aujourd'hui, quand il y a un accident d'autocar, on développe des cellules psychologiques de soutien. Quand vous avez un jeune qui déclenche un trouble psychotique dans la famille, personne n'apporte de cellules psychologiques de soutien aux frères et sœurs. Ça, c'est dommage. Donc, il est très fréquent, donc quand même, hein, je suis très heureuse, bien sûr, de ce constat qui est fait que la majorité des adolescents vont bien, heureusement. Hein. Mais il n'est pas rare quand même que des problèmes apparaissent dans la jeunesse, parfois dans l'enfance. Les troubles psychiques apparaissent dans l'enfance, plus souvent dans l'adolescence. Donc, comment repérer ces signaux d'alerte? Comment repérer que quelque chose ne va vraiment pas bien? Et que faire dans ce cas-là? Vers qui se tourner? Parce que c'est extrêmement compliqué. Personne ne se repère dans tout ce système, on ne sait pas à qui s'adresser. Et la famille se retrouve alors bien isolée. Et c'est très souvent d'ailleurs le même schéma, c'est souvent la maman qui s'inquiète, qui voit bien, qui sent bien au fond d'elle-même que là il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc souvent elle va alerter autour d'elle. Et si ça arrive au moment de l'adolescence, souvent on lui répète, on lui dit c'est la crise d'adolescence, ça va passer, c'est normal, etc. Donc c'est un moment aussi peut-être difficile pour le repérage. Et je sais que c'est vraiment indispensable de détecter les signaux d'alerte et de mettre en place très précocement les bons soins et les bons accompagnements. C'est pour ça que le témoignage du docteur Certain est si important et c'est pourquoi le rôle qu'elle joue en tant que médecin généraliste est essentiel. Donc je pense que nous pouvons distinguer deux cas de figure justement dans ces situations-là. Celui des jeunes de moins de 16 ans qui vont développer des troubles psychiques depuis quelques années, quelques temps, qui sont donc suivis en pédopsychiatrie, qui ont un dossier à la NDPH. On a vu ce matin dans l'atelier NDPH qu'il y a deux grandes périodes d'adressage à la NDPH pour des déficiences du psychisme. Le premier motif d'adressage, c'est la déficience du psychisme. C'est entre 0 et 14 ans et c'est à partir de 25 ans. Et entre 15 et 25 ans, les dossiers adressés pour cause de déficience psychique chutent. Ça s'explique. Donc, lorsque l'enfant est suivi à
la NDPH, avec le secteur de pédopsie. Ils bénéficient souvent d'aménagements de scolarité et peut-être même d'un parcours en établissement spécialisé. C'est-à-dire que plusieurs partenaires interviennent alors et comme il est mineur, la famille est appelée à participer à la construction de ce projet, de ce parcours de vie. Elle n'est pas tenue à l'écart, bien entendu. Donc tout l'enjeu dans ces moments-là, pour ces jeunes-là, ça va être d'éviter les ruptures. Ça, c'est très important. Notamment quand il y a échec scolaire, déscolarisation ou phobie scolaire. Ça, ce sont des moments extrêmement difficiles parce qu'on peut arriver à de véritables réclusions au domicile familial, ça n'est pas rare. Quand il y a des ruptures dans l'accompagnement, rupture de prise en charge médicale aussi, hein, et ça c'est assez terrible, le passage de relais entre les institutions est donc essentiel. Il doit être anticipé et travaillé, car ces passages peuvent être des moments dangereux. Par exemple, une sortie du soin. On voit trop d'enfants encore, malheureusement, qui à 16 ans vont être sortis de l'hôpital de jour parce qu'ils ont passé l'âge, vont être sortis de la pédopsychiatrie et il n'y aura pas eu de passage de relais avec la psychiatrie adulte. Et là, à ce moment-là, le jeune se retrouve toujours aussi malade, évidemment, il ne guérit pas brusquement, mais le relais ne s'est pas mis en place. Et ça c'est tout à fait dramatique parce que d'abord, c'est une aggravation, bien entendu, du trouble, mais c'est aussi une grande perte de chance d'accéder à des accompagnements et à un mieux-être. La deuxième situation, alors oui, donc ça j'insiste sur ce cas-là. La deuxième situation, c'est celle du jeune qui est repéré comme ayant des problèmes psychiques après ses 16-18 ans. Donc là, la famille, elle est le plus souvent extrêmement présente, hein, parce que c'est elle souvent qui assume l'accompagnement, et elle est très sollicitée. Mais là, sa place n'est pas d'emblée reconnue par les professionnels, car alors le jeune est majeur. 18 ans, il est majeur. Donc la place de la famille, dans le soin, dans l'accompagnement, n'est plus du tout la même. Donc lorsqu'il s'agit de l'entrée dans un trouble psychique sévère, l'épreuve est tout à fait terrible. Hein. Elle est très très douloureuse, hein. Nous sommes un certain nombre dans cette salle à l'avoir vécu et à le vivre, pour le jeune et pour toute sa famille. Pourquoi? Parce que souvent, l'entrée dans la psychose, dans le trouble psychique grave, se fait fin d'adolescence, début d'âge adulte. Alors que le jeune est déjà entré dans un parcours d'autonomisation. Nombreux sont ceux qui ont commencé des études supérieures, par exemple, c'est très fréquent, même parfois très brillants, qui ont fait 3-4 ans d'études, et qui sont fauchés par la maladie. Et alors là, eh bien, tout s'interrompt. Les projets sont interrompus, le parcours est interrompu. C'est le retour au domicile familial très souvent, avec une forme de dépendance extrêmement grave. Et donc tout est à retricoter, refaire. Et là, ça c'est extrêmement difficile. Donc dans tous les cas, ce que je voudrais souligner, c'est l'importance du soin, de la prévention, du dépistage, tout ce qui a été dit, de l'anticipation, de l'alliance. Et pour ce faire, nous pensons que le rôle du médecin généraliste doit être renforcé. Enfin, comme l'a dit le Dr Pierre, pour terminer, je voudrais dire qu'il est important de développer des lieux de parole et d'échange pour ces familles. C'est pourquoi notre association, l'UNAFAM, développe des accueils de parents de jeunes. C'est un accueil de père à père, hein, qui parle de famille à famille. Un espace de parole qui offre une écoute bienveillante, qui ne juge pas et où on pourra se dévoiler sans crainte. Notre délégation UNAFAM des Yvelines donc offre désormais cet accueil et notre chargée de mission Patricia Sicot et les deux accueillantes Solange Franc et Marie-Christine Frossard ont rédigé quelques lignes, une brève analyse de ces accueils et espaces de parole qui fonctionnent depuis plus d'1 an à Versailles. On accueille des familles de tout le département, des parents de jeunes, des parents de jeunes. Voilà ce qu'elles en disent. L'arrivée des troubles psychiques provoque un véritable tsunami auprès du jeune, avec souvent une déscolarisation dans un premier temps et un risque de désocialisation. Pour la famille, c'est l'isolement, la culpabilité, la peur de l'avenir. Dans un premier temps, cet accueil permet de lever les peurs et les interrogations, parce qu'en parler, c'est déjà les mettre à distance, d'exprimer les ressentis, tous, y compris ceux qui sont peu avouables, dans un autre espace, qui accueille et désamorce les sentiments d'injustice et de culpabilité. Autour de l'espace de parole se crée une atmosphère solidaire et apaisée entre pairs, un espace pour apprendre autant des autres que de soi et réfléchir à de nouvelles stratégies. Désormais, les parents ne sont plus seuls, ils entendent et partagent le vécu de leur père et s'interrogent. Par exemple, créer une alliance thérapeutique, est-ce possible? Suis-je en capacité d'entendre et d'accepter ce que dit le psychiatre? Quel sens donner à ces paroles? Quel fonctionnement je peux mettre en place? Et moi, en tant que maman, en tant que papa, dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Donc là encore, dans ces situations, disent-elles, c'est un peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que les parents un peu plus apaisés, quand l'enfant va mieux,
s'ouvrent davantage, leurs attitudes changent et les relations avec les professionnels de santé s'allègent. Donc, on n'est plus dans des relations tendues. Donc, elle donne des... Alors, il faut souligner aussi que ces espaces de parole, qui ont lieu régulièrement à Versailles, il faut souligner aussi que nos accueillantes sont accompagnées dans ces espaces de parole par un psychiatre adulte qui fait de la thérapie familiale, c'est très important aussi, mais qui est là, qui travaille avec une AFAM. Il n'exerce plus en tant que psychiatre, il est à la retraite, mais il a aussi quand même ce regard et cette possibilité de supervision. Donc elle donne quelques propositions d'amélioration pour en terminer. Elle demande à développer des liens transversaux entre les différents professionnels, que soit organisé le relais dans les prises en charge de la psychiatrie infanto-juvénile et la psychiatrie adulte, que soit formalisé l'accueil des familles dans les structures de soins, leur place dans ces structures, leur implication dans le projet de soins, et aussi de ne pas oublier les fractures. Enfin, de réfléchir au contexte différent mais problématique des familles qui ne demandent rien, qui ne sont pas dans la demande. Et enfin, dernier point à souligner, pour faire le lien avec les dames de la mission locale, souligner l'importance d'établir les liens avec d'autres acteurs, entre autres la MDPH, vous savez que les associations y sont très présentes, qui va être souvent une courroie de transmission entre les partenaires. Voilà, merci. Merci Madame Touroud. Et donc pour un certain nombre d'adolescents qui vont bien ou qui vont moins bien, certains adolescents vont s'orienter vers la mission locale. Et je vais laisser la parole maintenant à Madame Nathalie Cassé, directrice, et Clara Barabé, conseillère référente de la mission locale de Saint-Germain-en-Laye. Je prends le relais pour parler rapidement, et puis je laisse la parole à ma collaboratrice, référente santé à la mission locale. Ce qu'est une mission locale et voilà, quel type de public on accueille sur Saint-Germain, puisqu'on intervient sur le territoire de Saint-Germain et de toutes les communes environnantes. Donc notre structure accueille 900 jeunes. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on dépend du ministère du Travail, ça a été un peu vite parce que j'ai pas été dans l'ordre. Voilà, on dépend du ministère du Travail. Notre structure, voilà, on est à 900 jeunes en 2014 et notre objectif premier que nous fixe le financeur, c'est l'insertion professionnelle, sociale et professionnelle des jeunes, et on revient à la tranche d'âge dont on parlait tout à l'heure. Nous, à la mission locale, un jeune il a entre 16 et 25 ans. Les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés. Donc notre objectif, c'est de les amener à trouver un projet professionnel qui leur convient, des métiers, avec des outils que je ne développerai pas ici, une formation également, ou un emploi, dans une période, voilà, on dit depuis tout à l'heure, complexe, et faites de différents passages. Donc, bien évidemment, le propre de la mission locale, c'est de les amener vers une insertion professionnelle, mais en travaillant sur cette globalité. Le jeune n'est pas seulement demandeur d'emploi, il n'est pas seulement en recherche de formation ou en recherche d'emploi, il est un jeune à part entière. Et la mission locale a comme objectif de travailler avec un certain nombre de partenaires, et notamment des partenaires santé. Alors avec certains, les choses sont acquises, les choses se font assez facilement. Avec d'autres, c'est un peu plus compliqué, d'où l'intérêt de se rencontrer aujourd'hui. Et tout ça pour arriver à lever des freins et à amener le jeune à s'insérer socialement et professionnellement. Je vais laisser la parole à ma collaboratrice pour qu'elle puisse la développer avec vous, avec quel type de partenaire on travaille et comment on accompagne le jeune dans le domaine de la santé. Donc, bonjour, je m'appelle Clara Barabé, je suis conseillère en accompagnement à la mission locale de Saint-Germain-en-Laye. Donc, on accueille principalement des adolescents. Pour moi, adolescent, c'est vraiment le passage de l'adolescent, vers l'âge adulte. C'est problématique qui vont avec. Donc, notre rôle dans cette étape, c'est d'aider à soulever les freins liés au passage du monde de l'ado vers l'âge adulte, que ce soit dans le domaine social et personnel, donc travailler sur la confiance en soi, sur la relation avec les autres, sur la connaissance de soi,
parle d'insertion professionnelle, il faut se connaître pour réussir à accéder à son orientation, ou même tout simplement pour arriver à l'emploi et pour réussir à répondre correctement auprès d'un employeur. Voilà. Mais aussi, on est dans le cadre d'insertion pro, donc sur l'élaboration d'un projet professionnel, sur l'aide à la recherche d'un emploi, sur le travail de la connaissance du monde du travail et de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément. On est en général à la maison. Voilà, je trouve assez proche du matin. Ils ne connaissent pas forcément le monde du travail parce qu'ils sont beaucoup nés à la maison et ça aussi c'est un passage parce que la maison, l'école, quand on arrive dans le monde du travail, certes il y a toujours la relation avec le truc qui est pas évidente, mais c'est encore un autre code qu'il faut apprendre. Voilà, on est passé par ce passage-là, le premier emploi, les projets, avec comment faire le CV, comment se vendre. Donc là, nous aussi, on essaie de donner des clés aux jeunes pour qu'ils puissent réussir à s'insérer et à acquérir le bon code en fait. Donc voilà, et du coup, on fait aussi du coaching. C'est vraiment ça. On est vraiment derrière. Donc, la phase d'adolescence, c'est la construction du moi, l'affirmation de soi aussi, démarcation par rapport aux parents, parce que c'est vraiment ça, c'est nous ce qu'on vit en tout cas avec nos jeunes et son mission légale. Et du coup, c'est un bouleversement identitaire en fait. C'est qu'en même temps, il retourne vers les parents de temps en temps, et au final, lui, je suis un adulte, responsable, mais je suis responsable que quand ça m'arrange en fait. J'ai des droits, des devoirs, mais je connais surtout mes droits et beaucoup moins mes devoirs en fait. Et donc là aussi, c'est un passage, c'est de leur dire que il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs, et c'est ça le monde dans l'adulte. Donc de payer ses factures, gestion du budget, voilà. Ça aussi, c'est la mission légale, c'est le passage de l'adolescence avec la vie. Gérer son budget, c'est important. Donc en fait, c'est considéré comme une étape, j'ai même dû voir un carrefour, parce que pour moi, c'est quand même énorme ce passage-là, qui est important pour le jeune, pour sa vie future d'adulte, qui soulève du coup des doutes et des questions. Et le vécu de ces questions est plus ou moins difficile selon les adolescents. Parce que je vais avoir des adolescents, je vais les aider, mais je n'ai pas besoin d'étayer le parcours pas à pas. Voilà, c'est je me dis bien, ils viennent, ils donnent une ou deux petites clés, et hop, c'est bon, c'est parti, ils sont lancés. Il y en a d'autres, on va devoir vraiment les accompagner sur vraiment toute la globalité avec tous les problèmes sociaux qui vont en plus autour se créer. Donc, c'est des doutes sur son projet de vie en général et sur son orientation scolaire et professionnelle. Parce que c'est bien, c'est là où se récolte justement notre future vie professionnelle. Et même si on s'oriente tout au long de sa vie, il faut quand même être honnête, c'est à partir du lycée qu'on construit notre avenir. Voilà. Donc, on peut se couper, ça se rattrape, mais si on veut devenir chirurgien, on ne se rattrape pas à 30 ans. C'est rare quand même. Donc voilà, c'est des petites choses, mais c'est important. Et donc, pour certains jeunes, il faut dire que c'est anxiogène en fait cette période-là. Et donc, ça peut les pousser à avoir des conduites addictives. Et ça, même de plus en plus au sein de la mission légale. Et donc, je voulais terminer sur ce point en fait, parce que on se rend compte, on a fait le constat au sein de la mission légale qu'il y avait de plus en plus de jeunes avec des troubles psychologiques et avec des conduites addictives. Et je terminerai sur ça. Pour nous, en fait, ce qui est important, c'est le travail en réseau. Et, parce qu'on est, on va dire, un premier passage. Et derrière, plus on va connaître notre réseau et plus on va pouvoir orienter sur le bon interlocuteur qui va pouvoir aider le jeune. Donc c'est pour ça qu'on travaille déjà avec les CLT, le XAPA. Au sein de la mission locale, on a un psychologue qui intervient une matinée et c'est pas assez. Donc le point écoute, qui permet d'être le relais pour après une orientation CLT, les
les jeunes handicapés, et vers la permanence d'accès aux soins de santé. Et bon, après, on a plein d'autres partenaires, hein, mais vous avez les principaux. Donc c'est pour ça qu'on se croit très fort